Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin avec pour cette nouvelle émission droit de réponse des invités prestigieux. Aujourd'hui, à mes côtés en virtuel, autour de cette table virtuelle, nous avons la joie d'accueillir notre ami le professeur Norman Cornett qui nous invite à découvrir ou redécouvrir une écrivaine, un monument, devrais-je dire, de la littérature canadienne contemporaine, féministe, poète, romancière, essayiste. C'est France Théoret qui est à nos côtés également autour de cette table aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Patriarcat, dont on va parler plus abondamment dans quelques instants. Et pour assurer également ce débat et ces questions au féminin, j'ai également le plaisir de vous introduire notre journaliste Nathalie Salmeron sur les ondes de Choc FM. Bonjour mesdames et bonjour monsieur professeur Cornett. Je vais tout d'abord laisser la parole au professeur Cornett pour peut-être introduire justement ce dernier roman de Madame France Théoret, Patriarcat, aux éditions Le Mac. Oui, alors d'abord, oui, il s'agit bien de Patriarcat, Le Méac, éditeur, et je précise que c'est indiqué au tout début, non pas roman, mais récit. Et d'ailleurs, Dr France Théoret et moi, on en parlait hier, je lui ai posé des questions, s'agit-il, est-ce que c'est de la fiction, c'est la non-fiction, est-ce que c'est autobiographique? Dr Théoret, qu'entendez-vous pour le commun des mortels, le lectorat au sens large? Qu'est-ce que c'est un récit? Un récit, c'est une narration. Et dans ce récit Patriarcat, qui fait tout au plus 114 petites pages, je constate qu'il y a là une approche poétique. Qu'est-ce que j'entends par cela, docteur Théoret? C'est que pour moi, et vous êtes poète primé, chevronné, mais quand j'ai lu Patriarcat, je me suis dit, c'est une approche poétique dans ce sens-ci. Il y a là une économie de moyens, dire le maximum avec le minimum. Et vous diriez quoi à cela, docteur Théoret? Je dirais que c'est très bien dit. C'est ce que j'ai souhaité faire. Alors, raconter une situation qui est minimale avec en peu de pages. Et ce qui m'intrigue dans ce récit Patriarcat, chez Le Méac l'éditeur, je vais lire une seule phrase qui m'a interpellé. À la page 19, je tentais sciemment de nier ce que je voyais. Je commettais une erreur. Et à travers ce récit, j'ai l'impression en tant que lecteur que vous vouliez vous départir de ce silence, que de rester silencieuse, c'est une erreur pour une femme, pour une écrivaine, pour une féministe. C'est tout à fait. Je suis une femme du silence. J'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle La nuit de la muette. J'ai tendance à rester muette dans beaucoup de situations. Et il vaut beaucoup mieux parler. Même si on se trompe. Oui. Donnez voix à la femme qui est le
personnage principal. Mais une chose, dirais-je, une stratégie, sinon une tactique d'écrivaine dans ce récit patriarcat, vous parlez à maintes et maintes reprises de Roger, le mari, le père de la femme dont il est question surtout de l'adolescente. En fait, il s'agit d'abord de l'adolescence et ensuite comme jeune adulte, jeune femme. Mais à aucun moment, docteur Théoré, est-ce que vous nommez la mère. Roger est la femme de Roger, ma mère. En quelque sorte, ai-je l'impression, comme lecteur, que la femme reste anonyme, sans nom, sinon effacée. Elle reste sous l'autorité de Roger. Dans le mariage traditionnel, c'est l'homme qui a l'autorité et la femme, en général, la femme de cette époque-là, en tout cas celle-là, la mère, la femme de Roger, ne s'est pas rebellée contre l'autorité. Peut-être qu'il faudrait, il y a quatre... Oui. Peut-être qu'il faudrait pour nos auditeurs et les internautes préciser que cet écrit, Patriarcat, se déroule à la toute fin des années 50, 1950, au Québec, dans une époque qui est, somme toute, très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. On ne peut qu'observer heureusement une belle évolution de la condition féminine, mais je pense qu'on y reviendra par la suite. Moi, la première question qui me vient évidemment à l'esprit, je pense que c'est une question un petit peu évidente, mais quelle est la part autobiographique de cet écrit Patriarcat, France Théoré? C'est en partie autobiographique et en partie pas. Mais pour la période, la fin des années 50, c'est autobiographique. Mais ce qui est raconté dans les diverses situations, ce n'est pas toujours autobiographique. Et vous dites que la femme se définit à l'époque, les femmes en général sont passives à la fin des années 50, comme vous les décrivez. Elles se définissent uniquement par le parti qu'elles recherchent ou qu'on leur impose en quelque sorte. En fait, je ne veux pas parler pour toutes les femmes, mais on a vu, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête en ce moment, c'est tout à fait en dehors. Mais au début des années 80, quand la princesse Diana a refusé d'obéir à son mari, alors les journaux en ont parlé, la télévision en a parlé et tout. Alors, dans les années 50, il y avait des choses, une femme ne pouvait pas se louer un appartement à elle. Plus grave encore, si elle devait amener son enfant à l'hôpital avant qu'il soit soigné, le mari devait signer. Enfin, il y avait, on sait que c'est, quand on parle des femmes, finalement, on parle aussi de l'histoire. Hein. Et moi, ce qui m'a intéressé à écrire cela, c'est bien sûr la question du silence, mais c'est aussi la question la question du Québec et une question sociologique. Bon, on sait que Claire Kirkland Casgrain, c'est elle qui a fait changer beaucoup de choses à propos du statut de la femme, et ça s'est passé en 1963. Et c'est parce qu'elle était la première, aide-moi, c'est la première était
Élue. La première femme députée. La première femme députée. Alors, il y a tout un bill qui a été passé en 1963 qui a donné, ouvert des façons de participer. Mais on sait aussi que dans les histoires, il y a des gens il y a des personnes qui sont plus hardies et d'autres plus conformistes et tout. Ici, c'est quelqu'un qui prenait très au sérieux le fait que son mari était le maître. Et je me permets excusez-moi de vous couper, professeur, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, France. Effectivement, donc c'est la loi sur la capacité juridique de la femme mariée, en fait, que vous faites allusion. Exactement. Et cette loi est passée et entrée en vigueur, en tout cas, le 1er juillet 1964. Est-ce que vous pensez justement vous parlez justement de ce silence des femmes qui était un peu oppressant. Est-ce que vous pensez justement que cette loi qui a été mise en vigueur en 1964 a changé un peu ce côté renfermé qu'avaient les femmes jusqu'à présent et qui ont permis de leur laisser un peu plus d'espace dans leur vie de tous les jours et de ne pas avoir justement cette sensation d'être tout le temps plus ou moins soumise à n'importe quelle situation de la vie de tous les jours? Oui, certainement, mais Madame Kirkland-Casgrain était là aussi parce qu'il y a eu le droit de vote des femmes. C'est à partir de cela qu'elle a pu, elle a voulu avoir qu'il y ait ce bill. Voilà. Donc, vous disiez tout à l'heure, Dr. Théret, vous parliez… La question des droits est très importante. Comment? La question des droits des femmes est prioritaire. Et là, on mentionne 63, 64, évidemment, on est au cœur de la Révolution tranquille, qui est une révolution sociale, voire sociologique au Québec. Donc, quand on voit ce contexte, ça nous aide à bien cerner le récit de patriarcat plus tard. Et vous parliez tout à l'heure des autorités, et Roger est l'autorité. Et évidemment, on opposait, enfin, pour miroiter cela, le titre de ce récit, patriarcat. Donc, pour vous, Dr. Théret, il est surtout une question d'autorité, de l'autorité masculine sur la condition féminine. Et j'ai un petit peu, je ne peux pas m'empêcher de penser à Foucault et cette idée des leviers de pouvoir. Oui. Oui, surveiller et punir. C'est le titre d'un essai de Foucault. Oui. Et Roger, le mari, le père, il est comme Dieu, il est omniprésent. Sa présence est même oppressive. On se sent opprimé dans sa présence. Et il devient plus grande que nature, alors que sa femme, la mère, elle devient de plus en plus petite, absente, sans voix. Oui, il y aurait le reflet de ce qui est dit dans le catholicisme. Plus grand que nature, c'est l'image de Dieu. D'ailleurs, bon, c'est ce qui était enseigné, que le père était à l'image de Dieu dans la famille. Ah oui, et il est clair et net. Allez-y. Et en fait, c'est pas l'idée de ce patriarcat, c'est la question du mariage. Du mariage dans les années 50, 60. Et là, par rapport au mariage, on dit que le père donne cette femme à cet homme. Donc, le mari aussi a l'autorité. L'autorité qu'il a est déléguée à l'homme qui épouse cette femme. Oui. En effet, avec patriarcat, on ne peut être que
confondu par le conservatisme ambiant dans ce Québec que vous dépeignez si bien à la fin des années 50, où cette notion d'émancipation de la femme est quasi absente. En tout cas, elle en est à ses balbutiements. On a l'impression que c'est quelque chose de quasi impossible, mais entre ce constat de la fin des années 50 et la situation actuelle, ces questions de patriarcat ou peut-être de sexisme, de machisme, de misogynie, quel est votre regard sur l'évolution de nos sociétés aujourd'hui après les grands mouvements qu'on a observés ces dernières années, MeToo, l'affaire Weinstein, les grandes manifestations qui ont été organisées au Québec et à Toronto et partout dans le monde? Ce patriarcat que vous dénoncez, il s'exprime toujours, mais sous des formes différentes. On a l'impression que peut-être la société a évolué, mais qu'est-ce qui reste encore à faire? Vous l'avez dit vous-même, tout ce qu'il y a autour de MeToo n'est pas fait. Enfin, où se trouve le patriarcat aujourd'hui? Il se trouve dans le masculinisme. Dans le masculinisme qui est diffus en ce moment. C'est une très longue question, mais là, par exemple, on a eu il y a une vingtaine d'années une chose qui existe toujours dans la société, mais dont on ne parle plus, à savoir qu'on disait que les garçons avaient moins de chance à l'école parce qu'ils étaient enseignés par des femmes. Ça, c'était très fort. Il s'est écrit des livres, on en parlait à cœur de semaine. C'est la même chose aujourd'hui, mais on n'en parle plus. Le masculinisme se transforme aussi au fur et à mesure où le féminisme prend de la place avec MeToo, par exemple. Il change. Et où est-il en ce moment? Là, il faudrait bien que j'ai une idée, mais elle est trop difficile à expliquer en quelques mots. Elle m'éloignerait trop du sujet. Peut-être dans la sphère politique en particulier, dans la sphère décisionnelle de la société? Je crois. Ah, non, c'est très difficile le sujet non, c'est un peu trop difficile à exprimer en peu de mots. Mais je crois que le problème qui était dénoncé dans les années 90, dont on ne parle plus jamais depuis une dizaine d'années, n'est pas réglé. Alors, pour revenir à la littérature, oui. France Théoret, la société a évolué quand même. On a observé cette libération de la parole, en tout cas, même si dans les faits, on observe encore beaucoup de violence, de harcèlement sexuel, de viol, de féminicide, et j'en passe. Mais vous qui avez été une militante infatigable des droits des femmes pendant toutes ces années, vous qui avez beaucoup écrit sur vos contemporaines du Québec en particulier, est-ce que vous pensez que l'art et la littérature en particulier peuvent changer notre monde sur ces questions? C'est une grave question que vous me posez là. Un patriarcat est écrit volontairement dans un langage réaliste et froid, et chirurgical même, je dirais. Mais ce n'est pas le seul langage que j'ai. J'ai toujours œuvré à changer ma façon d'écrire. Bon, alors ce n'est pas mon seul langage, mais celui-là est, si vous voulez... peut-être en ce moment, je lis beaucoup Balzac et bon, je ne sais pas. J'aime l'écriture, j'aime aussi l'écriture froide et je le commence d'ailleurs comme un conte, ce texte-là. Donc, je crois qu'il ne faut jamais abdiquer devant le changement.
La littérature ne doit pas être là pour faire de la sociologie, ne doit pas être là pour raconter l'histoire, des histoires, oui, mais pas l'histoire du Québec, par exemple. La littérature doit travailler le langage. Et raconter. Il y a toutes sortes de façons de raconter. Je ne voudrais surtout pas raconter. J'adore le travail des journalistes, on s'entend, mais je ne voudrais pas passer en fraude un langage journalistique pour un roman ou de la littérature. Alors, la littérature aussi est constamment à définir. L'art est constamment à définir. Et dans ce sens-là, je suis quelque chose que j'admire énormément au Québec, c'est Refus Global. Et c'est ce que dit Bourdieu. Tout art est un trésor du monde, et ce trésor du monde vit en se transformant. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une seule façon d'écrire, il faut avoir plusieurs façons d'écrire. Et si vous permettiez, je vais vous citer, docteur Théoré, toujours Patriarcat, à la page 23, pour répondre à la question de monsieur Lorrain, et je vous invite, docteur Théoré, à enchaîner. À la page 23, original, originalité. À 15 ans, je préférais ces mots entre tous. Original et excentrique, je croyais à cela. Pas un phénomène, ni un Olybrius, plutôt le monde vu sur l'angle de l'esthétique, la vie comme une œuvre d'art. Oui, c'est ça, c'est l'art. C'est le désir de l'art. Bon, bien sûr que la définition, ces mots-là, être excentrique, c'est une chose que j'ai voulu, ça, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente. Mais bon, mais pas un Olybrius, pas quelqu'un d'extravagant. Mais le monde vu sous l'angle esthétique, c'est quelque chose qui est... Les langages différents, les langages dans leur spécificité et dans leur possibilité de changement. Alors, pour élargir justement un petit peu le débat sur la littérature et sur la littérature canadienne, peut-être, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres parce qu'une partie de notre auditoire est jeune et on se rend compte qu'il lit moins de littérature, en tout cas, il lit moins de romans, il lit moins de littérature traditionnelle et encore moins de poésie peut-être. Comment, à votre avis, redonner le goût, réinsuffler cette passion de lire ou même peut-être d'écrire pour notre jeunesse au Canada? Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de renouveau dans la littérature. Et ça vient bien sûr des jeunes générations. C'est une chose qui me fascine. Et bon, alors, chercher le nouveau, qu'est-ce qui va être apporté de nouveau? On le sait un peu par les œuvres, des œuvres nouvelles, mais je crois que c'est une chose qui m'étonne énormément. Vous savez, il se publiait 25 ou 30 livres, je me souviens plus exactement du nombre en 1970. Maintenant, il y a au moins 30 maisons d'édition. Alors, il y a énormément de travail qui se fait
dans la pensée, dans l'écriture, dans l'esthétique. Et on a toujours dit d'ailleurs que les jeunes ne lisaient pas. Et je sais pas pour vous contredire que je dis ça, mais c'est vrai qu'on dit aussi que bon, il y a toujours eu ces problèmes, mais je crois qu'en ce moment, il y a une ardeur par rapport à l'art que moi, je vois beaucoup. Alors, est-ce que peut-être les nouvelles technologies qu'on dépeint parfois comme des concurrentes de l'art ou de la littérature seraient plutôt au contraire une sorte de moyen de les promouvoir et de les développer? Je pense que oui. Si on pense d'où on est parti, et où on en est maintenant, il y a beaucoup plus. Et pour aller encore un petit peu plus loin ou plus largement, j'avais une question sur votre vision de ce qu'est ou de ce que serait la littérature, une littérature proprement franco-canadienne. Est-ce que ça existe? Quelles en sont les caractéristiques selon vous? Franco-canadienne, comment répondre à ça? Je ne sais pas. Parfois, je suis très pessimiste par rapport à ça. Je voudrais parce qu'il y a eu un grand moment où tout ce qui était d'ici, on ne voulait pas en parler. On aimait parler de n'importe quel pays, de n'importe quel lieu, mais pas ici. Mais peut-être que vous posez la question, les questions de l'identité, est-ce que c'est ça que vous pouvez poser comme question? Oui, identité, la question de caractéristiques qui seraient propres à cette littérature, des caractéristiques liées à l'histoire du pays peut-être, liées à l'histoire, au fait que on est un pays relativement d'immigration assez récente, que le français a une place historique très importante malgré tout, et que il s'est construit, et la culture et l'identité s'est construite peut-être en grande partie autour de luttes, autour d'opposition avec le monde anglo-saxon, et qu'aujourd'hui également le pays est enrichi d'autres cultures, celles d'immigrants plus récents venus des quatre coins du monde. Alors tout ça, j'imagine que ça crée des caractéristiques très particulières, mais peut-être ne sont-elles pas visibles dans la littérature, je ne sais pas. Je pense surtout qu'elles ne sont pas... il y a certaines choses qui sont très fortes dans les points, dans les différentes problématiques. Mais je pense que cette problématique qu'on pouvait avoir dans les années 80 ou 90 avec... vous savez qu'à cette époque, je suis allée souvent dans l'Ouest canadien rencontrer les féministes. Bon, mais là, les choses sont déplacées. J'aurais beaucoup de difficultés. Je ne suis pas professeure et j'aurais beaucoup de difficultés à dire il y a des choses qui sont très importantes, mais j'ai l'impression d'être sans être seule sur la question de l'histoire, de la sociologie, de l'observation du monde québécois, sans être... je ne suis pas certaine que ce soit un sujet très important. Les questions de l'identité par rapport au monde, moi, le monde, c'est souvent ce que je lis. Quant au type d'écriture, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de types d'écriture en ce moment. Et ça, c'est réjouissant. Et je me permets quand on parle de patriarcat,
les références géopolitiques, même topographiques, sont au minimum, tout au plus, même le village où se passe la plupart de ce récit, on a Saint, trait d'union et la lettre C. On n'identifie pas le village. On mentionne de temps en temps, mais minimalement, Montréal et une fois ou deux Joliette. Ce récit a une portée universelle parce qu'il s'agit du monde du personnage principal, son monde intérieur, d'être pris dans un engrenage, entouré d'autorité et comment véhiculer à travers cela. Donc, quand moi je l'ai lu, je vous avoue, je l'ai lu d'un trait parce que mon identification, c'était avec l'état d'âme, avec l'ambiance du récit qui me recevait, qui m'accueillait, entrer dans mon monde, entrer dans mon univers. Je veux que vous compreniez les enjeux de ma vie. Oui, il y a de ça. Écoutez, moi, il y a une citation d'une auteure. Lorsque je me rappelle cette époque, c'est une Américaine qui s'appelle Valérie Solanas. Elle est née en 1936 et ce qu'elle écrivait, c'est ceci. Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. C'est ce qu'elle disait de la société américaine dans les années 60. C'est un texte typique des années 60 qu'on voit toujours comme très ouverte, etc. Ça, c'est un mensonge. C'est en fait, pour une femme, tout restait à faire. Bon, je donnerai comme preuve le titre de 3 romans et qui sont formidables des années 60. Alors, un titre, c'est « Dis-moi que je vis ». Ensuite, c'est les infusoires et les morts vivants. Wow. Voilà ce qu'écrivaient les femmes dans les années 60. Les femmes que j'ai bien connues et une vit encore. Bon. Alors, c'était un peu c'était leur parole. C'était leur parole. Alors, il n'y a pas de raison. Ces grands mouvements d'ouverture, il a fallu qu'ils soient parlés avant d'exister dans la société. Je rebondis sur les titres que vous venez de donner. C'est vrai que c'est des livres qui sont sortis dans les années 60. Ça ne respire pas la joie de vivre, réellement. Donc, est-ce qu'on a un petit peu l'impression que cette voix des femmes des années 60, qui s'exprime quand même d'une certaine manière, a quand même cette tendance à garder un côté un peu, pas négatif, mais très sombre, en fait. Ce n'est pas joie de vivre, en fait. Non, c'est très sombre. Ces 3 livres-là sont très sombres. C'est Monique Bosco, c'est Madeleine Gagnon qui vit toujours. Et la troisième, là, il aurait fallu elle est décédée depuis quelques années. Un de ses derniers livres, ça s'appelle Béatrice vue d'en bas. Mais c'est une excellente romancière. Je les ai lus, ça fait longtemps, mais ça dit très bien l'atmosphère de la vie des femmes dans les années 60. Michel Mello. Pardon? L'auteur de Béatrice vue d'en bas, c'est Michel Mello, je crois que c'est. Maillot. Mello. Michel Voilà. Maillot. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie, France. Je rebondis sur cette remarque et sur cette bibliographie sommaire que vous avez donnée pour nous. Est-ce que vous qui avez
fait partie de ce grand mouvement, cette grande littérature dite féministe. Moi qui viens de la vieille Europe, lorsque je pense à la littérature féministe, ben, c'est le nom évidemment de Simone de Beauvoir qui arrive en premier à l'esprit, mais pas seulement. On pense parfois à des gens qui ont eu aussi qui ont marqué la société et qui ont fait évoluer la société, comme Françoise Sagan, pour justement peut-être davantage de liberté, d'émancipation et de joie de vivre, même si on pense à un titre qui s'appelle Bonjour Tristesse, qui est aussi peut-être assez négatif. Mais ce que je voulais vous demander, c'est si vous pensiez que, au-delà de cette négativité, en quelque sorte, la littérature féministe se décrit toujours par une position de lutte. Oh non, il y a eu des... je pense par exemple à Pauline Harvey, je pense à Yolande Villemer, je pense il y a le monde éclate, et aussi d'une certaine manière à celle qui est si importante, Le Guélion de Lucky Bersianic. Le Guélion de Lucky Bersianic, c'est un livre dans sa forme qui éclate beaucoup et qui est très revendicateur, mais qui éclate de toutes les manières. Il y a plusieurs formes dans cet énorme livre. Donc, des formes très éclatées. C'est pour ça que je dis qu'il faut jamais... il ne faut jamais céder sur l'aspect de l'art, la littérature, parce que de là vient une complexité des voix, de la voix. Et j'aimerais suivre, mademoiselle mentionnait les romans, que ce n'était pas des romans de joie, ce n'était pas la joie de vivre. Et je cite encore Patriarcat, ici, la page 60, vous écrivez, France Théoré, « Ce qui m'arrivait maintenant s'adressait à une autre qui m'était inconnue. » Donc, souvent dans ce récit, là, la question de la joie de vivre, elle est vraiment au cœur du récit. Mais j'avais à maintes et maintes reprises le sentiment que le personnage principal, d'abord adolescente, ensuite jeune femme, il y a chez elle ce que j'appelle une distance psychologique entre elle et ce qui lui arrivait. Oui, oui. L'idée que lorsqu'on est perdu, on cherche à prendre une distance, et par la distance, il y a observation, et dans l'observation, il y a de nouveaux mots lorsqu'on est capable de les atteindre, ces mots-là. Et peut-être, mademoiselle, vous êtes très patiente, vous pourriez peut-être profiter de l'occasion de poser encore d'autres questions ou commentaires. Ouais, moi je me demandais, parce que forcément j'ai un point de vue plus récent en fait sur cette question de féminisme. Moi j'ai une trentaine d'années, donc forcément j'ai grandi en voyant, en constatant malgré moi ces évolutions en fait. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que ces livres, le vôtre qui est sorti, je le rappelle, cet automne, mais d'autres livres qui sont sortis dans les années 60, est-ce que vous pensez que quelque part c'est des livres qui retracent également l'histoire de ce féminisme qui a évolué partout dans le monde, à des vitesses un peu différentes, certes, mais est-ce que c'est des livres qu'on devrait donner de génération en génération pour comprendre un petit peu ce chemin qu'ont pu faire toutes ces femmes et grâce auxquelles on peut aujourd'hui plus ou moins profiter et jouir de ces nouvelles lois et de ces nouvelles idéologies qui sont en place aujourd'hui? Oui, certainement. Bon, c'est un livre qui parle du mariage. Des parents qui veulent marier des filles.
bon, c'est un livre qui parle de ça, est, qui est romanesque, mais il y a beaucoup de livres sur les femmes en ce moment, depuis plusieurs années. Comment dire? Faire la différence entre l'essai qui tente de prouver quelque chose et, et le roman qui a différentes tonalités, différentes voix, différentes recherches. Il y a des recherches beaucoup plus... Il y a des recherches très abstraites qui existent aussi dans le roman féministe. Ça dépend ce qu'on cherche. J'ai l'impression que je ne réponds pas tout à fait, mais... Non, c'est pas que vous ne répondiez pas tout à fait. Ma question, elle était plus sur le fait que, est-ce que vous pensez que ces livres, au final, peuvent faire partie de l'éducation des jeunes filles qui ont l'âge de comprendre, en fait, le féminisme et toutes ces étapes, en fait? J'espère bien. J'espère bien. Et là encore, je crois qu'on peut faire le pont avec le récit Patriarcat. Je me permets de lire une seule phrase. Et d'ailleurs, je vais dévoiler ce qui m'a énormément surpris, Dr. Théeré, dans ce livre Patriarcat. Là, le personnage principal, elle est maintenant jeune femme, sa sœur va se marier et elle dévoile que le frère de son futur mari voulait l'épouser, elle, la sœur. Alors, le personnage tente d'expliquer la situation et voici la phrase à la page 61. Ensuite, n'en pouvant plus de m'entendre, elle m'a interrompu. Ensuite, elle m'a traité de folle, comme c'était l'usage dans la famille. Or, ce qui était pour moi, Dr. Théeré, la plus grande surprise peut-être chez Patriarcat, c'est que je ne voyais pas la sororité, je ne voyais pas la solidarité féminine. Au contraire, le personnage principal semble se sentir abandonné par sa propre mère, laissé comme proie au père. Et là que sa propre sœur l'interrompt, la traite de folle. Donc, cette façon, quand une jeune femme levait la voix, de la traiter de folle. Or, je m'attendais au moins au sein de la famille, entre mère et fille, d'une sororité, d'une solidarité féminine, mais il n'en est rien dans le récit Patriarcat. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Il n'en est rien et le père dit dans la première page, qui sait, les filles sont souvent jalouses. Cette jalousie, elle est construite. On construit la jalousie entre les femmes. La fameuse phrase, le plus grand ennemi d'une femme, c'est une femme. Mm-hmm. C'était une chose qui était, c'était une phrase classique. Vous savez, Dr. Théeré, il y a quelques semaines... Dans mon féminisme, je m'excuse. D'accord. Dans mon féminisme, je donne beaucoup de place à l'amitié, à la solidarité, à la sororité, mais à l'amitié entre femmes. Je trouve que, bon, on peut, dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment, on peut se construire soi-même dans l'amitié entre femmes. Et je semble comprendre par Patriarcat que la sororité, la solidarité féminine, elle n'est nullement acquise.
vous avez parfaitement raison. J'ai trouvé ça même désarmant. Il y a quelques semaines, ici, chez Choc FM, on avait une entrevue dialogique collective avec des femmes sur la question d'un documentaire à pleine voix. Et c'est justement le directeur général de Choc FM, M. Guillaume Laurin, qui a insisté qu'on soit entouré de voix féminines. Donc, vous savez, en tant que spécialiste en sciences des religions, l'instant qu'on propose qu'il peut avoir une certaine réconciliation entre féminisme et l'islam, wow, j'étais il y a une semaine avec des spécialistes en sciences des religions. Pour ces spécialistes, c'est un non-sens. Donc, je voyais très bien que cette solidarité, elle est, comme vous dites, à construire. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui se passait que dans les années 50 et 60, avant que toutes ces lois pour la cause des femmes se mettent en place. Je pense que même à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Vous l'avez très bien dit. Le pire ennemi d'une femme est une femme. Je crois que c'est ça la phrase que vous venez de dire. Oui, c'est ce que j'ai entendu longtemps, toute ma vie, mais pas avec le féminisme. Mais... C'est quelque chose, en fait, qui est quelque part un genre de fil rouge qu'on a toute sa vie, en fait. Et après, c'est à chacune de ces femmes de savoir à quel moment ces anciennes idées un peu patriarcales, justement, ont leur place et à quel moment il faut mettre en avant d'autres choses, en fait. Parce que je pense qu'au contraire, une société où les femmes se serrent les coudes et sont à l'écoute les unes des autres, parce qu'on a chacune des problématiques différentes en fonction de là où on vient, également notre histoire, notre religion, effectivement, des choses qui nous impactent aussi. Donc, être ouvert sur le monde et pouvoir entendre d'autres histoires de femmes, se lier à leur cause ou pas, parce que chacun, après, est libre de ses choix personnels, mais je trouve que c'est vrai que mettre en place une solidarité féminine, ça prend du temps, malgré toutes les avancées qu'on ait pu avoir à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps et qui prendra malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais encore beaucoup de temps parce que c'est aussi une histoire de confiance, de compréhension chacune les autres en fait de nos histoires, nos points de vue, nos perspectives aussi différentes. Donc, je pense que c'est un travail qui prendra encore quelques années malheureusement. Ça s'appelle la désaliénation. Ok. C'est-à-dire, en tout cas, la désaliénation, c'est être aliéné au patriarcat, puis se désaliéner du patriarcat avec la sororité, tout ça. Oui, oui. Et ça, merci beaucoup pour vos commentaires, vos points de vue et pour ce beau débat dans l'émission Droit de réponse sur les ondes de Choc FM 105.1. Je vous rappelle, chères auditrices et auditeurs, que nous avions pour plaisir aujourd'hui d'avoir pour invité France Théoret pour parler de ce nouveau roman publié chez Leméac Collection La Petite Blanche, Patriarcat, un court roman, un court récit très puissant donc, sur l'emprise du patriarcat traditionnel au Québec et qui nous a permis de lancer tout un tas de réflexions sur notre société, sur cette notion de patriarcat, sur la place des femmes dans notre société encore jusqu'à aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui. Je vais faire un petit tour de table virtuel pour vous demander à toutes et à tous si vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs. J'en ai un. Vous avez mentionné, Dr Théoret, à quel point Roger, le tout-puissant mari, père, à quel point il a établi une concurrence entre les femmes, que ce soit sa femme, que ce soit ses filles. Et j'ai l'impression que quand vous mentionnez l'autorité masculine et le patriarcat, c'est que l'homme, dans ce récit, a su instrumentaliser sa femme, instrumentaliser ses filles. Est-ce que c'est ça le cœur du patriarcat? C'est certainement l'un des cœurs. Certainement, absolument. Merci France Théoret. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur les ondes de Choc FM.
FM aujourd'hui. Merci à vous, merci Nathalie. Je vous en prie. Merci pour ton aide.